Le bruit des verres qui s'entrechoquent aurait dû être une mélodie de fête, mais pour moi, c'était le son de mon âme qui se brisait. La salle de réception du manoir de Monsieur Dubois était une œuvre d'art, des lustres en cristal déversaient une lumière dorée sur des tables recouvertes de soie, et le parfum des roses et des mets coûteux flottait dans l'air comme un encens pour les riches et les puissants. J'étais au centre de tout, une mariée en vitrine, assise à côté de mon époux. Ma robe, une création de grand couturier qui coûtait plus que ce que je gagnerais en 10 ans, me semblait être un linceul de satin. Chaque perle cousue dessus était un poids, m'enfonçant au fond d'un océan de désespoir. À mes côtés, Monsieur Dubois ressemblait à une statue de cire, fragile et immobile dans son fauteuil roulant, ses yeux voilés fixant un point lointain. Il n'avait pas dit un mot depuis la cérémonie. Puis, mon père, François, s'est levé. Son costume de luxe, sans doute payé par l'avance sur ma dot, était tendu sur son ventre proéminent. Il a levé sa coupe de champagne, le visage rougi par l'alcool et le triomphe. Aux jeunes mariés, a-t-il clamé, sa voix résonnant avec une fausse émotion qui m'a retourné l'estomac. Les invités, une mère de visage inconnu et de sourire poli, ont répondu à l'unisson. Mais, plus important encore, a-t-il continué, tournant son regard de prédateur vers moi, un toast à ma chère fille, Hélène, qui a enfin appris quelle est sa place dans le monde et a compris la valeur du sacrifice pour sauver sa famille. Chaque mot était un coup, a appris sa place. Sacrifice. Il parlait comme si j'étais un agneau volontairement conduit à l'abattoir, et non une prisonnière vendue au plus offrant. Ma belle-mère, Rachel, assise à ses côtés, a souri, un lent et cruel mouvement de ses lèvres rouges. Elle a levé sa coupe dans ma direction, ses yeux brillants de malice. Un toast au sacrifice, mon chéri, a-t-elle dit, sa voix mielleuse dégoulinant de venin. Après tout, certains d'entre nous sont nés pour servir, et d'autres pour régner. Le rire qui a suivi était poli, mais pour moi, c'était un rugissement assourdissant. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, l'humiliation me brûlant de l'intérieur. J'ai serré mes mains sous la table, mes ongles s'enfonçant dans ma paume pour ne pas crier. J'étais la blague, le divertissement de la soirée. La petite fille stupide dont l'avenir avait été échangé pour que ces vautours puissent continuer leur festin. Comme pour sceller mon malheur, mon père s'est approché de notre table. Il m'a complètement ignoré et s'est penché sur Monsieur Dubois, sa voix baissant à un ton de conspiration, mais assez fort pour que tout le monde autour puisse l'entendre. « Prenez bien soin de ma petite, Monsieur Dubois, a-t-il dit, donnant une tape condescendante sur l'épaule du vieil homme. Mais ne vous inquiétez pas, quand vous ferez votre dernier voyage, nous serons là pour prendre soin de tout ce qui vous appartient. Je considère que cela fait partie de l'accord. » C'était la sentence finale, l'aveu public qu'ils attendaient juste que mon mari meure pour tout rafler. Toute la salle a entendu. Certains ont détourné le regard, gênés. D'autres ont souri, complices. J'ai fermé les yeux, la défaite finale m'envahissant, prête à me noyer. C'est alors que je l'ai senti. Une main froide, mais étonnamment forte, a couvert la mienne sur la nappe. Mes yeux se sont ouverts sous le choc. C'était la main de Monsieur Dubois. Ses doigts, qui semblaient auparavant aussi fragiles que des branches desséchées, ont serré les miens avec une fermeté qui démentait son apparence. J'ai tourné mon visage vers lui. Le voile dans ses yeux avait disparu. Ils étaient clairs, perçants et scintillaient d'une fureur glacée qui m'a fait retenir ma respiration. Il s'est penché lentement vers moi, son mouvement précis et délibéré. Une odeur de cognac et de vieux livres émanait de lui. Ses lèvres ont frôlé mon oreille, et sa voix, que je n'avais jamais entendue dépasser un murmure sénile, était un chuchotement net, profond et glacial comme la lame d'une épée. « Maintenant, a-t-il murmuré, le mot vibrant à travers moi. Il est temps de leur faire payer. » La lumière filtrant à travers les vitraux de l'ancienne cathédrale peignait le sol de marbre de taches bleues et rouges, comme des ecchymoses sacrés. L'air était lourd du parfum d'encens et de fleurs fanées. Pour n'importe quel autre marié, ce serait un décor de rêve. Pour moi, c'était l'architecture de ma prison. La robe de mariée, qui aurait dû être un symbole d'espoir, semblait peser une tonne, chaque couche de tulle et de dentelle un filet qui m'attrapait plus profondément dans mon destin. Mon voile, une cascade de soie fine, assombrissait ma vision, rendant le monde flou, un cauchemar. Et c'était peut-être mieux ainsi. Je ne voulais pas voir les visages dans la foule. Je ne voulais pas voir la pitié dans les yeux de certains et la satisfaction dans ceux des autres. Mon père m'a conduite dans l'allée. Sa poigne sur mon bras n'était pas celle d'un père aimant remettant sa fille, mais celle d'un geôlier s'assurant que sa prisonnière n'essaierait pas de s'échapper. « Souris, Hélène » a-t-il sifflé à travers un sourire forcé. « N'oublie pas notre accord. La vie d'un homme est entre tes mains. » Il n'avait pas besoin de dire que cet homme était lui. La menace flottait entre nous, plus réelle que n'importe quel vœu que j'étais sur le point de prononcer. À l'hôtel, Monsieur Dubois m'attendait dans son fauteuil roulant, un costume noir engouffrant sa silhouette recroquevillée. Il semblait encore plus fragile sous la vaste voûte de la cathédrale. À ses côtés, son avocat et homme de confiance, Maître Laurent, un homme au visage sévère, observait tout avec une expression indéchiffrable. Le prêtre a commencé la cérémonie.
Sa voix était un bourdonnement monotone à mes oreilles, les mots sacrés sur l'amour, l'honneur et l'union sonnant comme une cruelle moquerie. Je regardais droit devant moi, vers la croix dorée de l'autel, et je priais. Non pas pour un mariage heureux, mais pour la force. La force de supporter ce qui allait venir. Je me suis souvenu de la nuit où ma mère était morte, quand j'avais 16 ans. Elle m'avait fait promettre de toujours prendre soin de mon père. Il est faible, ma fille, avait-elle dit, sa voix déjà un murmure. Mais il t'aime. Oh maman, comme tu avais tort. Il ne m'aimait pas. Il s'aimait lui-même, et je n'étais que le prix de sa survie. Hélène, acceptez-vous Monsieur Dubois comme votre légitime époux pour l'aimer et le respecter, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? La mort. Le mot est resté suspendu dans l'air. Leur mort. C'était ce qu'ils voulaient. La mort de Monsieur Dubois. Le silence s'est prolongé une seconde de plus. J'ai senti le regard de mon père brûler dans mon dos. J'ai pris une profonde inspiration, l'air me semblant des lames dans les poumons. J'accepte, je dis, et le mot est sorti comme une bouffée de fumée, sans vie, sans conviction. C'était l'heure des alliances. Maître Laurent les a présentées sur un coussin de velours. J'ai pris la lourde alliance en or, destinée à Monsieur Dubois. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine la tenir. En me penchant pour mettre l'anneau à son doigt ridé, nos yeux se sont rencontrés, et c'est alors que c'est arrivé à nouveau. Le même éclair de lucidité que j'avais vu lors de notre première rencontre. Derrière l'apparence sénile, il y avait un esprit aiguisé, observant, calculant. Ces yeux n'étaient pas ceux d'un vieil homme en fin de vie, c'étaient les yeux d'un général étudiant le champ de bataille. Il m'a regardé fixement, et pendant un instant, j'ai senti qu'il pouvait voir à travers moi, ma douleur, ma peur, mon sacrifice. Il a cligné des yeux, lentement, un unique geste délibéré. Était-ce une confirmation, une promesse? Je ne le savais pas. J'ai glissé l'alliance à son doigt. Il était froid, définitif. Le prêtre nous a déclaré mari et femme. Le baiser fut un contact sec et formel sur mon front, donné par lui avec un peu d'aide de maître Laurent pour se pencher. En m'éloignant, j'ai regardé l'alliance à mon propre doigt. C'était fait. Je l'avais fait. Je m'étais vendu pour sauver un homme qui ne le méritait pas. J'avais enchaîné mon avenir à une tombe. À ce moment-là, je croyais que je scellais mon destin à une vie de misère et de solitude. Ce que je ne savais pas, c'est que je ne scellais pas mon destin, mais le leur. La nuit sentait la pluie et la peur. À l'intérieur de notre maison, qui ne se sentait plus comme un foyer mais comme l'antichambre de l'enfer, la tempête était bien pire. Deux hommes, bâtis comme des montagnes de muscles et de mauvaises intentions, occupaient notre petit salon. Ils ne s'étaient pas assis. Ils étaient restés debout, comme des statues de granit, irradiant une violence contenue qui faisait vibrer l'air. C'étaient les collecteurs, les loups à qui mon père, François, devait sa vie. Il était à genoux sur le tapis usé, une figure pathétique et tremblante qui avait perdu toute dignité. Il suppliait, pleurait, promettait des choses qu'il savait ne pas pouvoir tenir. Le temps est écoulé, François, a dit l'homme le plus grand, sa voix était un grondement sourd. Le chef veut son argent. Demain, où il viendra chercher un paiement. En nature. Son regard s'est dévié un instant vers la porte de ma chambre et ce simple geste m'a glacé le sang. Je ne faisais pas partie de la dette, mais dans leur monde, les filles n'étaient qu'une autre forme de monnaie. Après leur départ, laissant derrière eux un silence chargé de terreur, mon père est resté par terre, sanglotant. Ma belle-mère, Rachel, le regardait non pas avec compassion, mais avec un profond et amer mépris. « Lève-toi, bon à rien », a-t-elle sifflé. « Pleurer ne paiera rien ». C'est alors qu'il a levé les yeux vers moi, ses yeux injectés de sang et remplis d'un désespoir qui se transformait en une sorte de calcul sinistre. « Il y a une solution, Hélène, a-t-il dit, sa voix était un murmure brisé. Monsieur Dubois, le millionnaire, il a proposé de tout payer. J'ai senti un petit et stupide battement d'espoir. Un acte de charité, un vieil ami de la famille, mais la façon dont Rachel a souri, un sourire pointu et cruel, m'a dit que le prix serait terrible. Il paiera chaque centime de nos dettes, Hélène, a continué mon père, se levant. Mais il demande quelque chose en retour. Il a fait une pause, incapable de me regarder dans les yeux. Il veut t'épouser. Le mot épouser est tombé dans le silence comme une pierre dans un puits sans fond. Je suis resté à court d'air. Non, fut la seule chose que j'ai pu dire. Non, il a 80 ans. C'est un vieil homme. Tu es en train de me vendre. Papa, comment peux-tu? Ma voix s'est brisée en un cri d'incrédulité et d'horreur. La main de Rachel a bougé plus vite que je n'ai pu réagir. La gifle a résonné dans la pièce et ma joue a brûlé d'une douleur aiguë et humiliante. C'était la première fois que quelqu'un me levait la main dessus. « Tais-toi, ingrate !» a-t-elle craché, ses yeux brillants de fureur. « Grâce à toi, nous allons enfin avoir la vie que nous méritons. Ou tu préfères que ces hommes reviennent et t'emmènent comme paiement? Réfléchis. » On m'a poussé dans ma chambre et on a fermé la porte à clé. J'ai passé la nuit sur le sol froid à écouter. Je n'ai pas entendu de remords. J'ai entendu des rires.
J'ai entendu leurs voix excitées planifiant l'avenir, les voyages en Europe, les nouvelles voitures, les bijoux que Rachel allait s'acheter. Ils célébraient ma condamnation. Ils célébraient sur la tombe de mon avenir. Chaque rire était un clou de plus dans mon cercueil. J'ai serré mes genoux contre moi, tremblant, non pas de froid, mais d'une rage glaciale que je n'avais jamais ressentie auparavant. Cette nuit-là, la petite fille rêveuse qui était en moi est morte. Mais quelque chose de plus froid, de plus dur et de beaucoup plus fort commençait à naître à sa place. Le bureau de l'avocat était un sanctuaire d'acajou et de vieux cuir. Il sentait l'argent, le pouvoir et les secrets bien gardés. J'étais assise sur une chaise à haut dossier qui me faisait me sentir encore plus petite et insignifiante. À ma droite, mon père, François, débordait d'une joie écœurante, incapable de tenir en place. À ma gauche, Rachel examinait la pièce avec des yeux de commissaire-priseur, comme si elle choisissait déjà les nouveaux rideaux. Face à nous, Maître Laurent, l'avocat et bras droit de Monsieur Dubois, nous observait par-dessus ses lunettes avec l'expression d'un juge. Monsieur Dubois n'était pas présent. Selon Maître Laurent, sa santé ne lui permettait pas de tels efforts. Le contrat est très simple, a commencé Maître Laurent, sa voix était aussi sèche que les pages qu'il tenait. Monsieur Dubois s'engage à solder l'intégralité des dettes documentées de Monsieur François. En échange, Mademoiselle Hélène accepte de l'épouser, devenant son épouse légitime et, à terme, sa seule héritière universelle. Héritière universelle, a répété Rachel dans un murmure cupide, savourant les mots. François a souri jusqu'aux oreilles, comme s'il avait gagné au loto. Pour eux, j'étais le billet gagnant. Maître Laurent a glissé le lourd document sur la table polie. Si vous êtes d'accord, nous pouvons procéder à la signature. Mon père a pris le stylo hors d'une main tremblante d'excitation. Mais alors que j'étendais ma main pour le prendre, j'ai senti la pièce se rétrécir autour de moi. Je signais ma vie, mon avenir, mon âme. C'est alors que Maître Laurent, d'un mouvement presque imperceptible, a posé son doigt sur une section du contrat, comme s'il indiquait simplement où je devais signer. Mais son regard a croisé le mien pendant une fraction de seconde, et il y avait une urgence dedans. Je me suis arrêtée et j'ai baissé les yeux. C'était une section que mon père et Rachel avaient complètement ignorée, une annexe intitulée Dispositions commémoratives. Mon cœur a commencé à battre très fort. J'ai lu la première ligne, et les mots ont sauté de la page, me brûlant les yeux. En mémoire de mon cher ami et associé trahi, Mathieu Lambert. L'air a quitté mes poumons. Mathieu Lambert, c'était le nom de mon grand-père, le père de ma mère, dont je me souvenais à peine. Un homme dont mon père ne parlait jamais, sauf pour dire qu'il était mort dans la misère après une mauvaise affaire. Associé. L'associé de Monsieur Dubois, le stylo a tremblé violemment dans ma main. J'ai levé les yeux vers Maître Laurent. Il a soutenu mon regard, et j'ai vu dans ses yeux non pas de la pitié, mais une sorte de complicité silencieuse. C'était un avertissement, un indice, un appel au réveil. Le nom de mon grand-père était écrit dans le contrat de mon mariage. Ce n'était pas un arrangement d'affaires au hasard. C'était quelque chose de profondément personnel. Et j'étais au centre d'un jeu mortel dont je ne connaissais même pas les règles. Les jours précédant le mariage sont devenus une torture de préparatifs. Rachel m'a traîné de la boutique la plus chère de la ville aux bijouteries exclusives, non pas pour me rendre heureuse, mais pour m'exhiber comme son nouveau trophée. Une mariée millionnaire ne peut pas ressembler à une orpheline, disait-elle, tout en choisissant des robes que je ne porterais jamais et des bijoux qui semblaient être des chaînes en diamant. Chaque essayage, chaque choix de fleurs, était un rappel constant de la cage dorée qui m'attendait. Un jour, lors d'une visite au manoir de Monsieur Dubois pour discuter des détails de la réception, l'oppression est devenue insupportable. Alors que Rachel et mon père discutaient avec animation avec l'organisateur de mariage du type de champagne à servir, j'ai senti que les murs se refermaient sur moi. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de m'échapper, même pour un instant. Je me suis excusée sous prétexte d'aller aux toilettes et je me suis glissée par un couloir latéral, m'éloignant de l'agitation. L'aile ouest du manoir était silencieuse et couverte d'un voile de poussière. Il était évident que personne n'y avait marché depuis des années. Les statues de marbre ressemblaient à des fantômes sous les draps blancs qui les recouvraient. Poussée par une curiosité morbide, j'ai continué à marcher, mais pas résonnant dans le silence de mort. C'est alors que je l'ai vu, une porte en chêne massif, légèrement entr'ouverte, qui menait à ce qui semblait être une galerie. Je suis entrée. La pièce était longue et sombre, éclairée seulement par une lucarne poussiéreuse. Les murs étaient couverts de portraits à l'huile, les visages des générations passées me regardant depuis leur cadre doré. C'étaient les ancêtres de Monsieur Dubois, j'ai supposé. Dames hommes au regard sévère et des femmes au sourire triste. Mais un tableau au fond de la galerie a attiré mon attention. Il était plus grand que les autres, et il me semblait étrangement familier. Je me suis approchée, mon cœur battant d'une prémonition inexplicable. La peinture représentait deux jeunes hommes, debout l'un à côté de l'autre, souriant avec la confiance de ceux qui croient qu'ils vont conquérir le monde. L'un d'eux était indubitablement un jeune Monsieur Dubois, avec les mêmes yeux perçants que j'avais vus derrière sa façade sénile.
Mais c'est l'autre homme qui m'a fait pousser un cri étouffé. Il avait les mêmes cheveux noirs et le même sourire aimable que j'avais vu sur les quelques vieilles photos que ma mère gardait de lui. C'était mon grand-père, Mathieu Lambert. Sous le tableau, une petite plaque de laiton, presque illisible par le temps, confirmait l'impossible. Elle disait Arturo et Mathieu partenaires fondateurs, Société Lambert Dubois, 1975. Mon grand-père ne connaissait pas seulement mon futur mari, il avait été son associé, ils avaient construit quelque chose ensemble. Je me suis souvenu des murmures de ma mère, des fragments de conversation que je ne comprenais pas dans mon enfance, sur une trahison, de l'argent volé, un ami qui est devenu un ennemi. Mon père disait toujours que mon grand-père avait été un raté, mais cette peinture racontait une histoire différente. Une histoire d'ambition, d'amitié et, probablement, d'une terrible trahison. Pourquoi mon père me mentirait-il à ce sujet? Qu'est-ce qui s'était passé entre ces deux hommes? Et le plus effrayant de tout, mon mariage était-il une façon de réparer un vieux tort? Ou le chapitre final d'une ancienne vengeance? La veille du mariage, je me sentais comme une condamnée à mort. Je ne pouvais pas dormir. Je faisais les 100 pas dans ma chambre comme un animal en cage quand le téléphone a sonné, me surprenant. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Allô ?» ai-je murmuré. « Mademoiselle Hélène. » La voix était celle de Maître Laurent, l'avocat. Elle sonnait toujours aussi formelle et distante. « Monsieur Dubois souhaite vous parler. » Mon cœur s'est arrêté. Maître parler? L'homme qui semblait à peine conscient de son environnement. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu un raclement de gorge sur la ligne, et puis une voix que je n'ai pas reconnue. Elle était profonde, ferme et pleine d'une autorité qui m'a glacé les os. Ce n'était pas la voix d'un vieil homme fragile, c'était la voix d'un roi. « Hélène » a dit Monsieur Dubois. Le nom dans sa bouche sonnait différemment. Non pas comme Hélène plaintive et faible que mon père méprisait, mais comme le nom de quelqu'un d'important. « Monsieur Dubois. » Ai-je bégayé, « vous allez bien ?» Un rire sec, sans humour, a résonné sur la ligne. « Bien ?» Je ne me suis pas senti bien depuis 30 ans, depuis que ton père et sa cupidité m'ont pris tout ce qui comptait pour moi. Mais ça va changer. Le choc m'a laissé sans voix. C'était lui, l'homme du tableau, l'homme derrière le masque. « Écoute-moi attentivement, petite, a-t-il continué, son ton est devenu urge. Je n'ai pas beaucoup de temps. Laurent est en train de dévier les appels, mais ça ne durera pas. Je sais ce qu'ils te forcent à faire. Je sais qui ils sont. Je connais François depuis qu'il était un jeune homme envieux qui vivait dans l'ombre de la grandeur de ton grand-père. Il a fait une pause et j'ai pu entendre sa respiration lourde. Demain, à l'hôtel, tu feras exactement ce qu'ils te diront. Tu diras oui, j'accepte. Tu souriras. Tu joueras ton rôle à la perfection. Ne leur donne aucune raison de se douter de quoi que ce soit. Compris? Je ne comprends pas, ai-je murmuré, mon esprit tournoyait. Pourquoi? Si vous savez la vérité, pourquoi continuez-vous? Parce qu'on ne chasse pas un loup avec un cri, on le chasse avec un piège, a-t-il répondu, sa voix était de la glace pure. Et le mariage, Hélène, est le piège parfait. Ton père et cette femme croient qu'ils sont sur le point de tout obtenir. Mais demain, non seulement ils vont tout perdre, ils vont être humiliés, détruits. Et toi, petite, tu seras celle qui fermera la porte de la cage. Je suis restée silencieuse, essayant de digérer l'énormité de ce qu'il disait. Ce n'était pas un sauvetage, c'était un acte de guerre, et j'étais son soldat. Demain, a-t-il conclu, sa voix baissant à un murmure de conspirateur pendant le toast, quand ton père se lèvera pour parler, ne bois pas de ta coupe. Regarde-moi, et attends mon signal. Le reste, laisse-le-moi. La ligne est devenue muette. Je suis restée avec le téléphone en main, tremblant. La peur que j'avais ressentie auparavant était un jeu d'enfant comparé à la terreur et à l'étrange excitation qui me parcourait maintenant. L'homme que j'allais épouser n'était pas une victime sénile. C'était un maître stratège. Un fantôme vengeur qui avait attendu des décennies son moment. Et moi, la fille qui pensait être sacrifiée, je me suis rendu compte que je n'étais pas l'agneau. J'étais le couteau. Le matin du mariage est arrivé avec un ciel gris et plombé, un reflet parfait de mon état d'esprit. Rachel a fait irruption dans ma chambre sans frapper, ses yeux brillant d'une excitation fébrile. Elle a amené avec elle une armée de stylistes et de maquilleurs qui ont commencé à travailler sur moi comme si j'étais une poupée sans vie. On m'a assise devant un miroir, et pendant les heures suivantes, j'ai regardé mon visage pâle et effrayé se transformer en masque d'une mariée radieuse. Ils ont appliqué des couches de fond de teint pour cacher mes cernes, du fard à joues pour feindre un bonheur que je ne ressentais pas, et un rouge à lèvres rouge sang qui ressemblait à une blessure ouverte. Parfaite, a déclaré Rachel, m'entourant de ses bras dans une fausse étreinte qui m'a donné la chair de poule. Absolument parfaite. Monsieur Dubois ne saura pas ce qui l'a frappé. Oh, l'ironie. Aucune de nous ne savait vraiment qui allait être frappé ce jour-là. Quand on m'a finalement mis la robe, j'ai senti son poids d'une manière complètement nouvelle. Ce n'était plus un linceul, c'était une armure. Le corset serré me rappelait de me tenir droite.
Le voile, qui me semblait auparavant une toile d'araignée, était maintenant un bouclier derrière lequel je pouvais cacher l'expression calculatrice que je luttais pour maintenir. En me regardant dans le miroir en pied, je ne voyais plus la victime. Je voyais la femme dont M. Dubois avait parlé, le couteau, aiguisé et prêt à couper. Mon père est entré dans la chambre. Pendant un instant, en me voyant, son visage a montré un véritable choc, une étincelle de fierté paternelle qui a failli me faire flancher. « Hélène, tu es... » a-t-il commencé, sa voix inhabituellement douce. Mais Rachel l'a interrompu, sa voix toujours aussi tranchante. Elle est comme elle doit être, comme l'épouse d'un milliardaire. Maintenant, allons-y, ou nous serons en retard pour notre jour de paye. L'étincelle dans les yeux de mon père est morte, remplacée par la même cupidité qu'à l'ordinaire. Il m'a offert son bras. Alors que nous marchions vers la voiture, il s'est penché vers moi. « Rends-moi fière, ma fille, a-t-il murmuré. Ne fais pas de bêtises. Notre avenir en dépend. Ne t'inquiète pas, papa, lui ai-je répondu, et ma propre voix m'a surprise par sa fermeté et sa froideur. Aujourd'hui, tout le monde aura exactement ce qu'il mérite. Il m'a souri, interprétant mes mots comme une promesse d'obéissance. Il n'avait aucune idée de la profondeur de cette promesse, ni à qui elle était destinée. En montant dans la voiture, j'ai vu mon reflet dans la vitre sombre. La fille effrayée avait complètement disparu. À sa place, il y avait une femme avec une mission, une actrice dans le rôle de sa vie. Le plan de M. Dubois était audacieux et terrifiant, et mon rôle était crucial. Une seule erreur, un seul regard de travers, et tout pourrait s'effondrer. La question n'était plus de savoir si j'aurais le courage d'aller de l'avant. La question était, quand le moment viendrait, serais-je capable de regarder mon propre père dans les yeux pendant que je le détruisais? La cathédrale était bondée. L'orgue jouait une mélodie solennelle qui vibrait dans ma poitrine. Alors que je marchais dans l'allée au bras de mon père, chaque pas était délibéré, mesuré. J'ai gardé la tête haute, le visage serein, un masque de parfaite docilité nuptiale. Je pouvais sentir des centaines d'yeux sur moi, jugeant, évaluant, compatissant. J'ai laissé qu'ils me sous-estiment. Cela faisait partie du plan. À l'hôtel, M. Dubois m'attendait. Aujourd'hui, sa fragilité semblait encore plus prononcée. Il était pâle, et sa tête tombait parfois légèrement sur le côté, comme si l'effort de la garder droite était trop grand. Rachel et mon père l'observaient comme des faucons, comptant probablement ses respirations. Mais quand nos yeux se sont rencontrés, j'ai revu cet éclair, ce courant souterrain de pouvoir. C'était notre communication secrète, un pacte scellé dans le silence. La cérémonie s'est déroulée comme dans un rêve. J'ai dit mes vœux d'une voix claire, chaque mot d'amour et de loyauté étant un mensonge parfaitement élaboré. Quand est venu le moment d'échanger les alliances, Maître Laurent s'est approché avec le coussin de velours. En me tendant l'alliance de M. Dubois, ses doigts ont frôlé les miens. J'ai senti le léger pincement de quelque chose de petit et pointu qui passait de sa main à la mienne. Je l'ai fermé dans mon poing, mon cœur martelant contre mes côtes. J'ai glissé l'alliance au doigt de M. Dubois, un geste lent et respectueux. Pendant que je le faisais, il a couvert ma main de la sienne, cachant mon poing fermé de la vue de tout. Son contact était une confirmation. « Bien joué », semblait-il dire. Pendant le reste de la cérémonie, je me suis concentré pour ne rien révéler. J'ai prié pour que mon visage ne me trahisse pas. L'objet dans ma main me semblait être un charbon ardent. Qu'était-ce? Une clé? Un message? L'arme finale que j'étais censé utiliser? L'incertitude était une torture. Quand le prêtre nous a déclarés mari et femme, la congrégation a éclaté en applaudissements. Mon père et Rachel se sont étreints, leurs visages illuminés par le triomphe. Ils croyaient qu'ils avaient gagné. Ils croyaient que le jeu était terminé. En me tournant pour faire face à la foule, en tant que nouvelle Madame Dubois, j'ai cherché le visage de Maître Laurent parmi les invités. Il m'a regardé et a hoché la tête très subtilement, un signal presque imperceptible. Puis, son regard s'est dévié vers l'arrière de la cathédrale. J'ai suivi son regard. Là, debout dans l'ombre près de la porte principale, il y avait deux hommes en costume sombre. Ils ne ressemblaient pas à des invités. Ils observaient la scène non pas avec joie, mais avec la patience de chasseurs attendant le moment d'attaquer. C'étaient des policiers. Le plan de M. Dubois était plus grand et bien plus dangereux que ce que j'avais imaginé. Le piège n'était pas seulement financier, il était légal. Et les portes de la cage ne se fermaient pas seulement sur la fortune de mon père, mais sur sa propre liberté. Le trajet de la cathédrale au manoir fut un flou de faux sourires et de félicitations vides. Une fois à la réception, je me suis retrouvée entraînée dans un tourbillon de présentations. « Voici ma fille, la nouvelle Madame Dubois », annonçait mon père avec une fierté doucereuse, me présentant à des partenaires commerciaux et à des figures de la haute société. Chaque poignée de main, chaque baiser sur la joue, me semblait être le contact d'un serpent. Je jouais mon rôle, souriant gentiment, remerciant tout le monde avec une modestie répétée. J'étais invisible pour eux, un simple accessoire du pouvoir et de la richesse que mon père croyait maintenant contrôler. La salle de banquet était le décor parfait pour l'acte final.
Une longue table impériale dominait le centre, couverte de chandeliers en argent et d'arrangements floraux extravagants. On m'a assise en bout de table, à côté de Monsieur Dubois, qui était revenu à son état d'apparente catatonie. Mon père et Rachel se sont assis en face de nous, présidant la fête comme un roi et une reine usurpateurs. Ils mangeaient avec avidité, buvaient à l'excès et riaient aux éclats, leur arrogance grandissant à chaque minute qui passait. Discrètement, j'ai ouvert ma main sous la table. L'objet que maître Laurent m'avait passé était une minuscule clé USB en métal. Si petite, mais je sentais son poids comme si c'était une bombe. Je me suis souvenu de l'ordre de Monsieur Dubois, attends mon signal. L'anxiété me rongeait de l'intérieur. Quel serait le signal? Qu'étais-je censé faire avec cette clé? J'ai regardé autour de moi, cherchant un écran, un ordinateur, n'importe quoi. C'est alors que je l'ai vu. Au fond de la salle, discrètement caché derrière un paravent de soie, il y avait un grand projecteur et un écran enroulé au plafond, probablement pour des discours ou des présentations d'entreprise. Mon cœur a bondi. Le premier plat a été servi, puis le second. Le vin coulait sans cesse. L'atmosphère est devenue plus bruyante, plus décadente. Mon père, déjà ivre de pouvoir et d'un vin hors de prix, s'est levé, tapant sur sa coupe avec un couteau pour demander le silence. Le moment était venu. Amis, famille, a-t-il commencé, sa voix pâteuse mais résonnante. Aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie. Non seulement parce que ma chère fille a trouvé un compagnon si distingué. Il a fait une pause, lançant un regard presque moqueur à Monsieur Dubois. Mais parce qu'aujourd'hui, la famille Lambert et la famille Dubois redeviennent une. Une vieille erreur est corrigée. L'héritage de mon beau-père, Mathieu, est enfin entre de bonnes mains, les miennes. Une vague de rage m'a traversé. Le culot. L'audace d'invoquer le nom de mon grand-père pour justifier son vol. Et pour cela, a-t-il continué, levant sa coupe encore plus haut, je veux proposer un toast. À ma fille, qui a enfin appris quelle est sa place et sauvé cette famille. La salle a éclaté en applaudissements. Rachel le regardait avec adoration. C'était la scène exacte que Monsieur Dubois m'avait décrite. L'humiliation publique. Le point culminant de leur arrogance. Je me suis souvenu de l'instruction « Ne bois pas de ta coupe. Regarde-moi ». J'ai levé ma coupe, mais mes lèvres ne l'ont pas touchée. Mes yeux étaient fixés sur Monsieur Dubois. Il était toujours immobile, la tête légèrement inclinée. Pendant un instant terrifiant, j'ai pensé que quelque chose avait mal tourné, qu'il était vraiment malade, que le plan était mort avec lui. Mon père a commencé à boire, et les autres l'ont suivi. C'est alors qu'il l'a fait. Lentement, de manière presque imperceptible pour quiconque ne l'observait pas avec l'intensité avec laquelle je le faisais, Monsieur Dubois a levé sa main gauche et a ajusté l'alliance à son doigt. Il l'a tournée une fois, 2 fois. C'était le signal. Le cœur me martelant dans la gorge, les mains tremblant, je me suis levé de ma chaise. Tous les regards se sont tournés vers moi, surpris. Mon père a froncé les sourcils, confus. « Hélène, assieds-toi » a-t-il ordonné. L'ignorant, j'ai marché d'un pas ferme vers le projecteur que j'avais vu plus tôt. Je savais ce que je devais faire. Le destin de tout le monde dans cette salle était dans la petite clé que je serrais dans ma main. Le silence est tombé sur la salle. Une centaine de paires d'yeux m'ont suivi alors que je m'approchais de l'équipement de projection. Je pouvais sentir la fureur de mon père comme une vague de chaleur derrière moi. « Hélène, qu'est-ce que tu crois faire? Reviens ici tout de suite » a-t-il crié, son masque de respectabilité s'étant brisé en 1000 morceaux. Rachel semblait également stupéfaite, son sourire figé dans une grimace d'incrédulité. Mes doigts, étonnamment fermes, ont inséré la clé USB dans l'ordinateur portable connecté au projecteur. Un dossier est apparu à l'écran. Il contenait un seul fichier vidéo. J'ai double-cliqué. L'écran géant qui était enroulé au plafond est descendu avec un bourdonnement silencieux, et le visage d'un jeune et vibrant Monsieur Dubois a rempli la salle. La vidéo était ancienne, granuleuse, mais la qualité audio était cristalline. C'était un enregistrement d'une réunion du conseil d'administration de la société Lambert Dubois, datée de 1985. Je présente à ce conseil, disait le jeune Arturo dans la vidéo, la preuve irréfutable que mon associé, François Lambert, a détourné des fonds de l'entreprise au cours des 2 dernières années. Un cri étouffé collectif a parcouru la salle. Mon père est devenu blanc comme un linge. À l'écran, des documents se succédaient, des relevés bancaires, des signatures falsifiées. La preuve du vol qui avait ruiné mon grand-père était exposée à la vue de tout. Mais ce n'est pas tout, a continué la voix du Dubois du passé. La vidéo a changé pour un enregistrement audio. La voix de mon père, jeune et arrogante, a rempli la salle. Mathieu est un mou, disait-il. Il ne se doutera de rien. Quand j'aurai fini, il n'aura pas un sou. Et le mieux, c'est que je ferai en sorte que ça ressemble à sa propre incompétence qui a coulé l'entreprise. Rachel a regardé François avec horreur. Leurs invités, leurs amis, leurs nouveaux contacts de la haute société le regardaient avec un mélange de choc et de mépris. Leur réputation se désintégrait en temps réel. « Éteins ça !» a rugi mon père, courant vers moi.
Mais avant qu'il ne puisse m'atteindre, une figure s'est interposée sur son chemin. Maître Laurent, flanqué des 2 détectives que j'avais vus à l'église. Mais le spectacle n'était pas terminé. Soudain, en bout de table, un mouvement s'est fait entendre. Avec une force que personne ne croyait possible, Monsieur Dubois s'est levé. Il s'est redressé, grand et ferme, abandonnant le fauteuil roulant comme si c'était un trône dont il s'était lassé. Sa voix, n'ayant plus besoin de murmures, a résonné dans le silence stupéfait, aussi puissante que celle du jeune homme à l'écran. Non seulement tu as volé mon entreprise et trahi mon meilleur ami, François, a dit Monsieur Dubois, son regard était celui d'un juge rendant sa sentence. Mais tu as condamné sa famille à la misère et ensuite tu as eu l'audace de vendre sa petite fille pour payer tes dettes de jeu. Mais la dette envers Mathieu Lambert, celle-là se paye ce soir. Il a pointé mon père du doigt. Ce mariage était un contrat. Et tu l'as violé au moment où tu as admis publiquement que tu attendais juste ma mort pour me voler. La clause de mauvaise foi est activée. Tu ne recevras pas un centime. En fait, la dette que tu croyais payer m'appartient maintenant. Les détectives se sont avancés et ont passé les menottes au poignet de mon père. Il n'a pas lutté. Il était complètement brisé. Rachel s'est évanouie sur sa chaise. Monsieur Dubois a marché vers moi. Ses yeux n'étaient plus froids, mais brillaient d'une approbation chaleureuse. Il a posé ses mains sur mes épaules. Ton grand-père serait très fier de toi, Hélène, a-t-il dit doucement. Il a toujours su que tu avais sa force. J'ai regardé mon père être escorté hors de la salle, son empire de mensonges réduit en cendres. J'ai regardé la foule silencieuse, les ruines de mon ancienne vie. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Le piège s'était refermé. Le roi était tombé. Et la justice, après 30 ans, avait enfin été servie. Le secret de Monsieur Dubois n'était pas seulement une vengeance. C'était une rédemption. La rédemption d'un nom, d'une amitié et surtout, la rédemption de mon propre avenir.